parler des expertises du CSE avec l'apport de l'expert au regard des attributions du CSE, avec les modalités et un panorama des expertises possibles, et surtout comment on désigne un expert et les points de vigilance à avoir pour les élus. Alors pour ça, je suis avec Luc. Luc, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut avoir une description du rôle et des apports de l'expert au regard des nouvelles attributions du CSE ? Oui, bien sûr. Alors, le premier élément de contexte, c'est que le CSE est une instance avec un champ de compétences beaucoup plus large que les précédents élus, puisque les nouveaux élus de CSE ont l'équivalent de la triple casquette d'anciennement élus comité d'entreprise, délégués du personnel et membres du CHSCT, donc avec un champ d'attribution beaucoup plus large, avec malheureusement quelquefois des moyens qui sont réduits, ce qui peut les amener à avoir davantage besoin de faire appel à un expert. Alors après, l'intérêt potentiellement de l'expert, c'est que l'expert peut d'abord avoir des champs de compétences beaucoup plus pointus que les élus, puisque les cabinets d'expertise peuvent avoir en interne, notamment les plus grands cabinets, des consultants spécialistes des questions de stratégie, de finance, d'organisation, des spécialistes industriels sur les sujets RH, sociaux, santé, sécurité, conditions de travail, donc avec un champ de compétences très large qui peut intervenir en fonction des besoins spécifiquement des élus. En dehors de ça, l'intérêt pour le coup de faire appel à un expert, c'est aussi d'avoir un spécialiste qui a une vision large, qui a une comparaison avec ce qui se passe dans d'autres entreprises, donc avec une vision du secteur ou avec une vision plus globale, large au niveau France ou international. L'autre intérêt aussi du recours à l'expert, c'est que l'expert a légalement un droit à l'accès à l'information qui est plus large que les élus, puisque sur certains points, l'employeur peut potentiellement opposer une stricte confidentialité sur certains documents aux élus et leur refuser l'accès à tel ou tel document qui sont strictement confidentiels. Pour le coup, vis-à-vis de l'expert, aucune confidentialité ne peut être opposée, puisque pour le coup, par exemple, l'expert comptable a droit aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'employeur, et donc tous les documents existants dans l'entreprise, voire même dans le groupe, doivent pouvoir être accédés par l'expert. Donc là, ça donne une possibilité pour l'expert d'aller creuser des sujets auxquels les élus eux-mêmes n'auraient pas eu accès, et derrière de pouvoir l'expert peut redonner aux élus l'analyse qu'il a lui-même fait en ayant accès à ces informations. Et puis pour finir, c'est aussi l'intérêt de faire appel à un expert, c'est que bien souvent les élus, du fait de leur concentration de responsabilités et les moyens plus limités, peuvent manquer de temps pour pouvoir tout faire. Et donc l'expert est aussi là pour pouvoir potentiellement les décharger et les aider. Alors après, le fond de l'affaire, c'est que l'expert apporte des éléments d'outils, des analyses aux représentants du personnel, mais ce sont bien les représentants du personnel qui derrière prennent leurs décisions et en l'occurrence par exemple rendent leur avis. Et donc l'idée c'est que l'expert est là pour aider les représentants du personnel à pouvoir rendre un avis le plus éclairé qui soit. C'est ça, vous êtes l'éclairage pour que eux soient la motivation, puisque l'avis doit être motivé et éclairé. Exactement. Alors, quel est le panorama des expertises possibles ? On peut vous demander tout et n'importe quoi ? Non, j'imagine que c'est assez cadré. Alors, il y existe différents types d'expertise. Potentiellement, on peut nous demander beaucoup de choses, mais je vais faire un focus sur les expertises dites légales, c'est-à-dire prévues par le Code du travail et pour lesquelles un financement intégral ou pour partie est prévu par le Code du travail. Alors, pour commencer, d'abord, rappeler un point important, c'est que toutes les expertises légales qui existaient avant les ordonnances Macron de 2017, donc sur CE et CHSCT, continuent à exister pour le CSE. Il n'y a aucun droit à expertise qui a disparu. Donc, tout ce qui existait continue à exister. En revanche, ce qui a pu changer, c'est sur les modalités à la fois de financement pour certaines des expertises et puis sur des modalités techniques de mise en œuvre, mais sur lesquelles on reviendra ensuite. Donc, d'abord, il existe deux types d'expertise dans les expertises légales. C'est des expertises dans le cadre des consultations dites récurrentes, donc les 3 temps d'information, consultation, Repsamen, donc qui interviennent en principe tous les ans, mais qui peuvent intervenir jusque tous les 3 ans selon les accords qui ont été signés dans les entreprises. Donc l'information-consultation sur la situation économique et financière, l'information-consultation sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail, et l'information-consultation sur les orientations stratégiques. Donc dans ce cadre-là, le CSE peut désigner un expert, et donc l'expert intervient pour éclairer les représentants du personnel sur ces 3 champs donc, qui sont récurrents. En dehors de ça,
il y a la possibilité d'expertise sur des sujets plus ponctuels, dans le cadre d'informations, consultations ou de problématiques ponctuelles. Donc là, le champ est beaucoup plus large. Il y a notamment la problématique en cas, j'attaque directement par les situations les plus douloureuses, entre guillemets, mais en cas de licenciement économique collectif, en cas de plan de sauvegarde de l'emploi. Donc là, il y a un droit à expertise sur un champ complet qui vont de l'économique aux impacts santé, sécurité, conditions de travail, en passant par les mesures sociales. En cas également de risque grave, c'est-à-dire il y a un accident ou il y a une situation de RPS dans l'entreprise, là aussi, il y a un droit à expertise. On a également un droit à expertise en cas de projet de réorganisation ou un projet important impactant potentiellement les conditions de travail. Là aussi, il y a un droit à expertise. On a par ailleurs, même si pour le coup c'est des expertises un petit peu plus rares, des droits à expertise en cas de concentration, c'est-à-dire de regroupement de très grandes entreprises, en cas de lancement d'OPA, en cas de lancement de négociations sur les accords de performance collective, les accords de compétitivité emploi, on va dire, en cas de négociation d'accords sur l'égalité professionnelle dans les entreprises de plus de 300 salariés. Donc il y a pour le coup toute une multitude de droits à expertise qui sont quand même très larges, sachant que là tout ce que j'ai évoqué c'est les expertises légales, donc cadrées par le Code du travail avec un financement prévu par l'employeur en tout ou partie, mais en dehors même de ça, il est possible pour le CSE de faire appel à un expert par le biais d'expertise libre, c'est-à-dire le CSE désigne un expert et finance le coût de cette expertise. Donc ça, l'expertise libre était possible et continue à être possible. Et pour finir, est également possible d'un commun accord entre les représentants du personnel et la direction de décider d'expertise dite contractuelle, donc décider d'un commun accord. Voilà, donc là, je referme cette parenthèse sur les cas un peu à la marge. Vous avez fait le focus sur des cas un peu extrêmes de plan de sauvegarde de l'emploi, de fusion, acquisition, etc. Mais il faut aussi dire à nos internautes qui nous regardent qu'on doit faire des recours aux experts pour des choses beaucoup plus courantes, ce qui peut éviter quelquefois de se retrouver dans une situation difficile qu'on n'aurait pas vu arriver, parce que l'expertise, c'est un peu la boule de cristal de l'élu, puisque lui, l'expert, sait lire dans les rapports qu'on lui donne, dans les documents qu'il donne, c'est lire la vision de l'employeur à 3 ans, à 5 ans, puisqu'il y a des signes que vous connaissez et que les élus ne sont pas formés pour ça et ne connaissent pas. Tout à fait. C'est justement l'intérêt des expertises dites récurrentes, c'est-à-dire sur les consultations qui arrivent normalement tous les ans sur la situation économique et financière, sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail ou sur les orientations stratégiques, c'est que l'expert peut décrypter les projets de l'employeur et, le cas échéant, tirer la sonnette d'alarme. Et donc, c'est un vrai intérêt sous forme d'anticipation. Donc, effectivement, la première des préconisations, c'est à l'occasion de ces consultations récurrentes de faire appel à un expert pour être aidé sur cet éclairage. Après, j'ai évoqué le panorama des expertises légales qui existent, peut-être faire un focus sur la question de leur financement, puisque c'est là qu'il y a eu aussi... Le nerf de la guerre. Eh oui, et sur lequel, malheureusement, les ordonnances Macron ont apporté des changements et dans un sens moins favorable. Alors, je vais d'abord évoquer les expertises qui restent financées intégralement, obligatoirement par l'employeur, parce que il ne faut pas oublier que c'est quand même des expertises cœur qui restent encore financées intégralement et obligatoirement par l'employeur. Il y a d'abord celle sur la situation économique et financière de l'entreprise. Donc, dans le cadre de la consultation, en principe chaque année, le CSE a le droit de faire appel à un expert et c'est financé intégralement par l'employeur. Là, on est vraiment sur l'expertise cœur qui permet de faire cette anticipation sur les risques éventuels pour l'avenir. La deuxième expertise qui est obligatoirement financée intégralement par l'employeur, c'est celle sur la politique sociale, l'emploi, les conditions de travail. Et là, ce champ est tellement large qu'à travers l'expertise, on peut balayer beaucoup de choses qui vont des conditions de travail au social, au RH, à l'emploi. Voilà, donc ne pas hésiter. Chaque année, les élus ont le droit, dans le cadre de la consultation qu'ils ont, de faire appel à un expert. Autre possibilité, c'est effectivement, même si c'est plus rare, fort heureusement, c'est en cas de plan de sauvegarde de l'emploi. Là aussi, le financement de l'expertise est intégral par l'employeur et c'est obligatoire. Et pour finir, en cas de risque grave, que ce soit un risque physique ou des risques psychosociaux, que ce soit réalisé, c'est-à-dire que l'accident ait eu lieu ou qu'on pointe par un certain nombre d'indicateurs le fait que
le risque est élevé, même s'il ne s'est pas encore traduit fort heureusement par une crise, là aussi, le financement est obligatoirement intégral par l'employeur. Dans tous les autres cas de figure, le financement, à défaut d'accord plus favorable, puisque on peut aussi négocier, et on peut négocier mieux que la loi, pour le coup, dans les autres cas de figure, on est, donc à défaut d'accord plus favorable, sur un cofinancement, c'est-à-dire financement 80% par l'employeur et 20% sur le budget de fonctionnement du CSE. Est-ce qu'il y a un plafond sur les 20%? Alors, les 20% ne sont plus plafonnés, contrairement à ce qui était précédemment le cas sur le cofinancement des orientations stratégiques avant les ordonnances Macron. Néanmoins, il y a une sécurité qui a été prévue par la loi, c'est-à-dire que si le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour prendre en charge ce cofinancement, dans ce cas-là, le financement doit se faire intégralement par l'employeur, sous réserve, petite précision, qu'il n'y ait pas eu de transfert de reliquat d'excédent du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles dans les 3 années précédentes. Voilà. Très important, on ne dépense pas son budget de fonctionnement en faisant des petits cadeaux en fin d'année s'il en reste, parce que le budget des AEP maintenant peut être utile dans le cadre du besoin d'une information. Alors j'ai toujours un exemple d'une entreprise à qui le patron avait donné aux salariés la semaine entre Noël et Jour de l'An, et il avait décidé d'en profiter pour déménager le matériel de l'usine pour l'amener en Italie. Si le comité d'entreprise à l'époque avait dépensé son budget de fonctionnement, comment aurait-il pu appeler les huissiers, payer les huissiers? Comment aurait-il pu engager les procédures pour? Mais s'il avait acheté des montres à tous les salariés auraient peut-être été contents à Noël de recevoir une montre, mais beaucoup moins contents d'avoir perdu tout le matériel de l'usine, perdu dans des camions pendant la semaine que le patron avait donné en congé. Donc c'est très important de dire que pas de transfert, parce que le budget des AEP est un budget dont on peut avoir besoin dans des cas extrêmes. Et l'assurance est toujours chère avant l'accident. Et là, le jour où vous avez dépensé et vous n'avez plus pour, eh bien alors là, c'est la catastrophe et vous pourrez vous en prendre qu'à vous. Exactement. Et avoir en tête néanmoins que la sécurité qui a été prévue par la loi, c'est que si le budget de AEP, fonctionnement, est insuffisant pour prendre en charge le cofinancement et qu'il n'y a pas eu de transfert de budget AEP vers les ASC sur les 3 années précédentes, dans ce cas-là, les expertises qui en théorie sont en cofinancement 80% employeur, 20% budget de fonctionnement, deviennent du financement 100% employeur. Donc toutes les expertises légales qui en principe sont en cofinancement, si le budget de fonctionnement, budget AEP est insuffisant et qu'il n'y a pas eu de transfert, en l'occurrence, c'est bien l'employeur qui les prend en charge intégralement. Donc il faut aussi que les représentants du personnel évitent cette forme d'autocensure sur le principe de se dire bon, on a entendu que ça devenait en cofinancement et donc on évite de faire appel à un expert. Premièrement, il y a quand même des expertises importantes qui restent obligatoirement en financement intégral. Et deuxièmement, si le budget de fonctionnement est insuffisant, normalement, c'est l'employeur qui paye. Et le budget des AEP est fait pour ça. Est-ce que dans l'accord, il est possible de faire supporter la totalité de la TVA de l'expertise à l'employeur? Parce qu'on dit 80-20, mais c'est pas vrai. L'employeur paye 80% du hors-taxe et le CSE 20% du TTC. Alors, effectivement, d'un commun accord, différentes modalités pratiques sur le paiement sont possibles, puisque là, on est sur des règles dites supplétives. Donc, par accord, premièrement, certains accords, notamment sur lesquels on est intervenu pour accompagner les représentants du personnel pour négocier leur accord de passage au CSE, certaines entreprises ont un accord CSE qui prévoit que les expertises légales restent un financement 100% employeur. Certes, c'est l'exception, mais il y en a quand même quelques-unes. En dehors de ça, après sur les modalités pratiques, peut tout à fait être prévu en accord avec l'employeur que la facturation se fait par exemple intégralement à l'employeur et que l'employeur retient sur le budget des AEP, la subvention budget AEP qu'il verse, uniquement donc la partie hors taxe du cofinancement. Donc là, ces modalités pratiques sont tout à fait possibles. Elles sont à convenir d'un commun accord entre les représentants du personnel et l'employeur. Alors, quels sont les nouvelles modalités de désignation et sur quel point faut-il attirer l'attention des élus pour être très vigilants pour ne pas se retrouver dans une situation un peu inextricable? Alors, le premier élément, c'est que désormais, la loi impose des délais plus stricts que précédemment. Et donc, il y a tout intérêt à anticiper sur à la fois la désignation de l'expert et sur le fait donc, de prendre contact avec l'expert. Donc, premièrement, sur les informations consultations récurrentes chaque année, situation économique et financière, politique sociale, orientation stratégique, les représentants du personnel peuvent toujours potentiellement
faire une pré-désignation ou une désignation anticipée de l'expert sans attendre le lancement de l'information consultation, ce qui permet à la mission d'expertise de se mettre en place plus tranquillement, qu'il y ait un échange préalable avec l'employeur et d'être moins contraint par les délais de l'expertise, puisque l'expertise désormais est aussi contrainte par les délais d'information-consultation, et les délais d'information-consultation eux-mêmes ont été réduits par les ordonnances Macron, puisque dans le cadre d'une consultation normale et avec une expertise, on est sur 2 mois de consultation, ce délai démarre à compter de la remise de l'information, donc qui peut être avant la réunion en elle-même de lancement de l'information consultation, sachant que l'expert est censé, mais là aussi on est sur des règles supplétives qui peuvent se négocier de manière plus favorable, l'expert est censé remettre son rapport 15 jours avant le terme du délai d'information consultation. Donc il y a un certain nombre de contraintes. De la même façon, l'expert, à la suite de sa désignation, a légalement 3 jours calendaires, donc 72 heures, pour remettre sa demande d'information à l'employeur. Donc vous voyez bien que si la désignation de l'expert se fait le vendredi matin, l'expert, au plus tard le lundi matin, doit avoir transmis sa demande d'information à l'employeur. Donc si l'expert, en réalité, est prévenu le lundi par les élus qu'il a été désigné le vendredi, on risque de se retrouver dans une situation complexe. Donc là, concrètement, autant prévenir l'expert avant même de le désigner, ce qui veut dire qu'y compris l'expert peut aider les représentants du personnel à bien sécuriser la délibération qu'ils vont voter pour désigner l'expert. Et puis, ça peut permettre aussi d'anticiper sur quel sera le contenu de l'expertise. Et donc, ça permet à l'expert aussi d'anticiper sur sa demande d'information et puis sur sa lettre de mission. Puisque ça, c'est l'autre contrainte également, en même temps que la demande d'information qui doit se faire dans les 3 jours suivant la désignation, c'est que l'expert doit transmettre sa lettre de mission, c'est-à-dire son périmètre d'intervention et le coût prévisionnel à l'employeur, dans les 10 jours calendaires suivant sa désignation. Donc le délai, là aussi, est court, et donc on voit bien un certain nombre de contraintes qui s'imposent à l'expert et donc indirectement aux représentants du personnel. Alors, un petit tuyau, on n'hésite pas à faire des expertises régulièrement, parce que quand vous allez devoir en faire une avec tous ces délais qui sont contractés, si vous avez déjà tout un tas d'expertises que vous avez commandées par le même expert, parce que ça c'est important, il a l'historique de l'entreprise, et en ayant l'historique de l'entreprise, il gagne du temps, et si vous avez fait des expertises régulièrement, c'est encore du temps de gagner, vous allez pouvoir plus facilement rester dans les délais qui sont contraints par la loi. Alors après, là on a évoqué les délais qui s'imposent à l'expert et donc indirectement aux représentants du personnel. En contrepartie, il y a quelques délais qui s'imposent à l'employeur, qui ont été prévus par les ordonnances. En l'occurrence, par exemple sur la demande d'information, l'expert doit faire sa demande dans les 3 jours, suivant sa désignation, mais l'employeur doit répondre dans les 5 jours. Et là, ce n'est pas forcément évident pour lui. De la même façon, si l'employeur veut contester le principe de l'expertise, il doit le contester dans les 10 jours. Donc sur le principe de la désignation de l'expertise et de l'expert, c'est dans les 10 jours suivant la désignation. Sur le contenu de la lettre de mission, c'est dans les 10 jours suivant la remise de la lettre de mission. Ce qui veut dire que si l'employeur n'a pas contesté dans les 10 jours, les représentants du personnel sont tranquilles, il ne peut plus y avoir de contestation. Quelles peuvent être les raisons de la contestation de la désignation de l'expert et de la mission ? Alors, il peut y avoir des raisons juste théoriques, mais ça qui sont un peu farfelues, qui est le Code du travail prévoit la désignation d'un expert comptable et les représentants du personnel désignent un cabinet qui n'est pas expert comptable, par exemple. Donc là, la contestation peut se faire là-dessus, mais là, c'est vraiment un peu farfelu. Après, plus concrètement, c'est le fait que la désignation se fasse en dehors du cadre stricto sensu légal en termes de délai de désignation. Par exemple, cas particulier que je n'ai pas évoqué, quand on est sur un plan de sauvegarde de l'emploi, la désignation de l'expert se fait obligatoirement à la première réunion d'information-consultation. Si les représentants du personnel oublient de désigner à cette première réunion, c'est fichu, c'est trop tard, on ne peut plus le faire après. Autre contrainte ou motif de contestation, par exemple, quand on est sur une situation de risque grave. Sur la désignation d'un expert pour risque grave, l'employeur peut très bien contester l'existence du risque grave. Donc là, il faut pouvoir l'argumenter. Ou en cas d'expertise sur un projet important impactant les conditions de travail, l'employeur peut tout à fait contester le fait que ce soit un projet important impactant les conditions de travail. Il peut estimer que c'est un projet qui n'impacte qu'à la marge les conditions de travail. Donc il y a un certain nombre de sujets possibles de contestation, et le meilleur moyen pour les représentants du personnel d'y faire face et d'éviter de limiter au maximum ce risque, c'est de prendre contact avec l'expert en amont de la désignation pour que l'expert les aide à
établir cette délibération et à l'argumenter suffisamment, à mettre les bonnes références légales dans le texte, etc. Tout réside dans l'anticipation. Le plus tôt vous y prenez, le plus de chances vous avez de rester dans les délais contraints par la loi et d'avoir des résultats et des échanges qui sont sereins et détendus. Merci beaucoup d'avoir fait cette explication et ce panorama. Merci pour l'accueil.